La restauration, c'est un sujet en ce moment extrêmement d'actualité avec tout ce qui est confinement, épidémie, ainsi de suite. Une vraie problématique autour de la restauration. Vous le savez, ils sont encore actuellement fermés. Ils ont subi une fermeture limite meurtrière presque concernant leur business. D'ailleurs, en parlant, c'est même pas exagéré d'utiliser ce terme-là. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans qui se sont suicidés, que ce soit d'ailleurs dans la restauration ou dans d'autres domaines. Là, juste hier, j'ai lu encore un article là-dessus. Et pour cause, bon, c'est vrai que c'est des gros investissements, parfois c'est même un lien social, ainsi de suite, parce qu'il y a aussi une particularité dans la restauration, c'est aussi moi, je sais que c'était un truc que j'appréciais particulièrement, c'était parfois le lien social qu'on pouvait créer avec les gens, ainsi de suite, et donc ça a dépassé le cadre d'une simple activité professionnelle. Donc bon. Quand on l'a expérimenté, on comprend à peu près le sujet. Et comme vous le savez, ils sont en train de tout simplement tuer les restaurants. Est-ce qu'il n'y a plus d'avenir? Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça sert plus à rien du tout de s'intéresser à la restauration? J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Là, on va rentrer dans le détail pour vous donner des choses concrètes. En chinois, le mot crise est formé de 2 caractères. Le chinois, c'est une sorte de symbole qu'il utilise. Donc, c'est formé de 2 caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. Donc, citation de l'ancien président américain Kennedy. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que qui dit crise dit toujours qu'il y a une opportunité. Un entrepreneur, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Un entrepreneur, c'est une personne qui est là pour résoudre le problème de clients ou de gens. Ok? C'est ça la définition d'un entrepreneur. Et plus il résout un problème important, urgent et critique, et plus son service ou son produit aura de la valeur. Et l'inverse est vrai, bien entendu. C'est-à-dire que si c'est pas un problème, s'il ne résout pas un problème, si c'est pas urgent, si c'est pas critique, et plus la valeur de son produit ou de son service va décroître. Très bien. Il se trouve que quand vous avez une crise, forcément, et donc des fermetures, des économies qui sont impactées, forcément, il va se passer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un nouveau besoin. C'est-à-dire que ce que faisaient les clients dans un temps normal, ils vont reporter leur budget, leur attention, leurs besoins sur autre chose. La question, c'est de savoir quelle est cette autre chose. Est-ce que, suite à cette crise, ce produit-là disparaît et les clients n'en ont plus finalement besoin, et donc il disparaît totalement, et le produit et le besoin avec? Ou est-ce que c'est le produit qui disparaît ou le service qui disparaît, mais qu'en réalité, le besoin du client, il est toujours existant. Il est juste insatisfait par ce produit, ce service-là, mais il peut se traduire dans une autre forme, dans un autre type de produit ou un autre service. À la citation de Kennedy. Là, il y a une opportunité parce qu'on a un client qui est frustré parce que ce besoin, il existe toujours. On lui a retiré le produit, le service qui répondait à ce besoin. Donc, il va essayer de se satisfaire ce besoin autrement, ailleurs. Là, ça va être ça l'objet de cette présentation. C'est où est-ce que le client va se diriger finalement, puisque ces restaurants sont fermés. Et bien sûr, on va valider aussi que le besoin existe toujours. Aujourd'hui, et je pense que vous pouvez le témoigner, on consomme toujours de la restauration, c'est-à-dire que les restaurants sont fermés, c'est vrai, mais c'est rentré dans nos mœurs, c'est rentré dans nos habitudes, pour différentes raisons. Là, je vous ai mis 2 raisons. C'est une question de facilité, parce que parfois, on bosse, on est occupé, on est pris par nos différentes activités, on a envie de se détendre le soir après une journée de boulot, j'en sais rien, enfin, chacun ses raisons, et on n'a pas forcément envie de cuisiner. Et donc, du coup, c'est très pratique de pouvoir obtenir donc de la restauration. Et donc, c'est pour ça que, certes, les restaurants sont fermés, la restauration extérieure est fermée, mais on va faire appel à de la livraison pour des raisons de facilité. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, il y en a plusieurs en réalité, mais j'ai sélectionné 2 raisons, c'est la variété. C'est-à-dire que vous allez parfois trouver des choses dans la restauration que vous ne pouvez pas ou que vous ne savez pas faire tout simplement chez vous. Vous avez envie de manger une certaine pizza, vous avez envie de manger un certain burger, vous avez envie de manger un certain plat asiatique, ainsi de suite. Eh bien, la restauration va répondre à ce besoin. Donc, c'est pour cela, vous me direz, vous, en commentaire, combien de fois vous avez commandé de la restauration depuis l'extérieur, combien de fois cette semaine. Ce besoin est toujours existant. Très bien.
Donc, vous comprenez bien ce qu'on disait précédemment, c'est que le besoin qui était satisfait par les restaurants, OK, sont fermés, mais on a toujours besoin de satisfaire ce besoin pour des raisons de facilité et de variété, et on satisfait ce besoin en mode delivery. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais OK, mais il y a une perte de chiffre d'affaires, vu les coûts, ainsi de suite, c'est compliqué, le business, il est moins rentable, est-ce que c'est toujours intéressant? Et c'est là où il va falloir justement innover. La livraison, effectivement, explose. Là, c'est les chiffres officiels que je vous présente. Les chiffres de la livraison sont en pleine croissance. Okay, on a, par exemple, en France, un chiffre d'affaires de la livraison qui représente 3,3 milliards d'euros donc en France. Donc, la restauration, principalement, c'est la livraison, principalement, c'est de la restauration rapide et de la restauration, ce qu'on appelle traditionnelle. Rapide, les fast-food que vous connaissez, traditionnels, les restaurants classiques où à la base on mange à table, ainsi de suite, et c'est eux qui souffrent encore plus de cette crise. Donc, en 2018, ça c'est les chiffres de 2018, cela représentait 3,3 milliards. En 2018, une étude estime qu'il y a une croissance, alors il y en a qui disent 20% de croissance par an, certes j'ai lu dans d'autres études 25% de croissance par an, ce qui signifie, c'est astronomique, 20% c'est énorme comme croissance. D'ici 2022, donc maintenant ils estimaient, donc c'est dans à peu près un an, ce chiffre d'affaires de la restauration sur livraison va doubler. Et là, cette étude datée de 2018, avant le confinement, épidémie et tout ce qui s'ensuit. Donc là, ça serait intéressant de revoir donc une étude plus récente, après le Covid, et je pense que le chiffre, il a plus que doublé. Mais doubler en 4 ans, c'est énorme. C'est extrêmement puissant. Ça veut dire que c'est vraiment une tendance très, très, très importante. Okay, parce qu'une croissance de 20 ans, ça veut dire que quand vous doublez en 3-4 ans, vous avez le même taux de croissance, ça peut être vraiment une exponentielle. Il faut savoir que 2/3 des clients, un Français sur 2 a commandé en livraison de la restauration, et 2 clients sur 3 parmi ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire la génération plus jeune qui sont nés à partir des années 80-90. Okay, eh bien, parmi eux, donc les plus jeunes, 2 clients sur 3 ont commandé, donc sont déjà habitués. 64% sont très satisfaits de leur commande, très satisfaits, ainsi de suite, mais là, juste les 2/3 sont déjà très satisfaits. Vous voyez, donc ça prouve que c'est une vraie tendance qui tend à durer. Et alors, on pourrait croire que ce ticket moyen est faible. Bien, le ticket moyen à midi est de 17 € en moyenne. Autrement dit, c'est pas que des petites commandes, c'est pas valable que pour certains types de produits. Le ticket moyen est de 17 € pour le midi, 18 € pour le soir. Donc, vous voyez, c'est des commandes qui sont importantes. C'est une moyenne. Donc, ça veut dire que oui, certes, il y a des commandes à 10 €, mais si cette moyenne elle est là, ça veut dire qu'il y a des commandes facilement à 20-25 €. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un chiffre d'affaires conséquent. Bon, je vous refais un petit peu le tableau. On a une clientèle plutôt jeune qui a envie de consommer de la restauration pour des raisons de facilité et de variété, qui, encore plus actuellement avec l'épidémie Covid, ainsi de suite, eh bien, les restaurants sont fermés et qui n'a pas de souci à se faire livrer, qui a tendance même à se faire livrer de la restauration rapide assez facilement. Ok, ça c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, si on veut analyser un peu plus dans le détail, un restaurant, qu'est-ce que c'est? Un restaurant, c'est 2 éléments. D'un côté, une cuisine, d'un autre côté, le service à table. Ce qui est interdit, fondamentalement, c'est le service à table. C'est ça qui est interdit, en gros. C'est pour ça que vous pouvez livrer. C'est-à-dire que le restaurant, il n'est pas fermé. Il peut tourner. Ils ont le droit de travailler et ils ont le droit de préparer des plats, puisqu'ils peuvent les livrer. Ce qui est interdit, c'est la partie service à table. Pourquoi je fais cette distinction? Eh bien, c'est pour arriver justement là où je voudrais en venir ensuite, c'est que ce sur quoi on va s'intéresser, et la tendance qui est en train de se développer, c'est donc des restaurants qui ne se limitent plus qu'à être des cuisines maintenant. Ok, on y viendra sous différentes formes. Ok, pour pouvoir faire des livraisons et livrer les clients qui ont tendance de plus en plus forte à consommer en livraison. Quel est maintenant le profil? Quel est le profil de ces clients? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 42% des clients qui commandent régulièrement donc en livraison se situent dans des villes dont la population est supérieure à 200 000 habitants. Donc, ça signifie qu'il faut plus viser des villes urbaines. Plus les villes ont une densité de population importante, et plus on va avoir un taux de commande plus important en livraison. Il faut savoir que 49% des clients, donc la moitié des clients, ont moins de 35 ans. Donc clairement, il faut plus viser une clientèle plus jeune. D'ailleurs, je crois la moyenne
la moyenne, elle est à 35,9, quasiment 36 ans. On va dire entre les 20 et 40, 45 ans, là où ça se concentre. On a 59% des clients commandent à la fois au bureau et à la maison. C'est les deux. Il y a j'ai pas noté ce pourcentage, mais il y a un pourcentage que très faible de clients qui commandent uniquement au bureau. Ça, c'est intéressant parce que c'est une data qui vous permet par exemple, si je vous donne toutes ces informations, ça a du sens pour votre emplacement. On va y venir après. Ok. Donc, je vais plutôt viser, par exemple, des villes avec une densité d'une population assez importante. Je vais essayer d'être à la fois, comme je vous l'explique dans l'information et notamment dans un live que j'avais fait pour les emplacements, de miser sur les deux, à la fois bureau, maison. Sur la data, c'est pas noté ici, mais je peux vous le dire, c'est davantage de la livraison maison que bureau finalement. Mais en tout cas, les deux représentent 59% des clients commandent pour les deux. C'est-à-dire qu'ils disent pas, moi c'est que maison ou que bureau, ils sont concernés par les deux. 59%. Plutôt une clientèle jeune. Et, point important, on pourrait croire que la livraison va concerner que les clients aisés. Donc se dire oui, mais ça va marcher que dans les grandes villes comme Paris, Intramuros, Lyon, Bordeaux, ainsi de suite. Non, 20% de la clientèle, elle est issue de classes modestes. Dans les banlieues des grandes villes, ça marche bien. Et 17% de ces clients qui sont livrés sont issus de classes aisées. Vous voyez, donc on a une part de classes modestes plus importante finalement que la population aisée. Là où je veux en venir, c'était concernant l'emplacement. Par exemple, vous prenez une grande ville de 100 000, 200 000 habitants, où on va avoir à la fois une population résidente et pas très loin quelques bureaux, et en banlieue, puisque 20% de classe modeste, on aura une population jeune, on est bon. Alors maintenant, quel produit? Ça aussi, on a la stat. Donc 26% commandes. Donc la pizza représente 26% des commandes. Ensuite, les plats asiatiques, donc j'ai mis noodles, mais ça peut être japonais, chinois, thaï, donc 10%. Vient qu'en troisième position, j'ai été assez surpris, tout ce qui est, donc ils ont mis fast food, donc j'ai imaginé que c'était burger, mais après c'est tout ce qui va avec, donc par exemple chicken, des choses comme ça, 7%. Et kebab sandwich, ils ont mis ensemble 7%, qui se place bien aussi. Mais vous voyez, par exemple, la pizza est largement devant. Voilà pour le produit. Là, à ce moment-là, un concept majeur qui arrive en force, qui s'appelle les dark kitchen. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Je vais vous présenter un petit peu le concept. Mais je voudrais ensuite aussi vous parler d'une option B, ok, qui me semble aussi qu'il ne faut, à mon avis, pas mettre de côté, et qui est un intermédiaire entre les dark kitchen, qui est un peu la grosse tendance, et la restauration classique, qui est pour moi finie et désuète. Il y a une autre alternative dont je vais vous parler après. Donc, je vais commencer déjà par dark kitchen. Alors, dark kitchen, donc c'est restaurant. Alors là, bon, parfois ils appellent ça kitchen, phantom kitchen. Donc c'est phantom restaurant. C'est-à-dire que c'est les restaurants, finalement, ce que je vous disais dans le slide précédent, où en gros vous n'avez qu'une cuisine. Vous n'accueillez pas des clients. Ils appellent ça aussi le restaurant, les restaurants virtuels. En fait, c'est juste une cuisine. Vous avez tout l'équipement professionnel pour pouvoir fabriquer votre produit. Alors, il y a dans les dark kitchen, c'est très large. Vous avez de grosses sociétés qui se sont positionnées à différents niveaux, en fait, de la valeur. Vous avez des sociétés, par exemple, qui se sont positionnées uniquement sur de l'achat et d'emplacement pour vous louer un bien, ok, un emplacement tout simplement dans lequel vous allez pouvoir mettre votre cuisine. Donc vous avez ce niveau-là. On y reviendra après. Vous avez, et ça c'est le plus commun aujourd'hui, de la dark kitchen, où vous allez en fait louer une cuisine. C'est-à-dire que c'est un emplacement, ils ont déjà leur emplacement, ils ont déjà équipé leur cuisine. Parfois, ils ont même les cuistots à disposition, et vous allez leur soumettre votre carte. Ils vont dire ok, on va faire ça. Vous leur soumettez la carte, ils réalisent vos produits, ils reçoivent les commandes, ils réalisent le produit, et ensuite parfois, ils livrent, ils ont un service de livraison. Parfois, ils font appel à la partie livraison. Donc, les classiques, Uber Eats, Deliveroo. Et il y a aussi des options alternatives qui sont un peu plus sociales, qui sont en train de se développer. Et parfois, ça va plus loin. C'est pour ça que je vous ai mis la carte à côté. Ça va plus loin. Vous avez même les dark kitchen qui, en fait, gèrent l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont l'emplacement, ils ont une cuisine professionnelle, ils gèrent la livraison pour vous. Et même, ils vont proposer une carte. Ils vont dire, voilà, on va vous proposer une carte. Et vous avez juste à faire le travail marketing. Ok.
Ok. Alors ça marche, c'est un concept, c'est plutôt rare. Hein. Souvent, on pense que c'est juste une cuisine avec des cuistots professionnels. C'est vrai, mais pas que. Aux États-Unis, c'est en train de cartonner. Vous avez des influenceurs, par exemple, qui posent le nom de leur marque à eux, tu vois, et ils font la promo, ils font tout le travail marketing, et ensuite ils délèguent toute la partie, donc à une dark kitchen qui prend l'ensemble de la valeur que je viens de vous décrire là. L'emplacement, la cuisine avec des professionnels, la livraison et même la carte. Et l'influenceur ou la célébrité, elle a fait juste le marketing. Voilà, le présente comme si c'est son restaurant. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'en fait, il y a différentes, j'aime bien détailler pour tout mettre dans un seul bloc. Il y a plusieurs choses dans Dark Kitchen, c'est plusieurs composantes, et vous allez voir pourquoi j'ai détaillé tout ça. Alors pour moi, Dark Kitchen, clairement, c'est intéressant dans le sens où, et moi je vous en parle souvent, quand on est dans une approche de test, vous avez un concept, par exemple, novateur, admettons, et vous voulez tester, voir si ça va marcher, voir si vous avez de l'impact, voir si le produit plaît, voir tout un ensemble de choses que vous voulez valider avant d'investir de manière importante. En passant par une dark kitchen, hein, avec un emplacement qui est déjà là, ils ont une cuisine professionnelle, voire leurs propres cuistots, vous sous-traitez la livraison, admettons, et vous, le dernier point, le quatrième élément, c'est vous qui apportez par exemple votre menu. Bon, bah, c'est un très bon moyen de pouvoir tester son concept de manière sans avoir à investir excessivement, parce que tout est en place. Vous payez une location, votre concept il doit voilà tourner, ça va payer ensuite les différents frais, ok. Et après, si vous voyez que ça marche, bah peut-être qu'ensuite vous pouvez remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire par exemple avoir votre propre équipe de livraison. Et comme ça, vous n'avez pas à payer les 20%, 25% au service de livraison. Puis après, vous remontez la chaîne de valeur. Vous allez avoir peut-être vos propres cuistots. Donc, vous allez vous tourner vers un autre emplacement avec déjà leur cuisine professionnelle, vos propres cuistots. Ok. Donc là, vous récupérez encore une partie. Et puis, ensuite, si vous estimez que voilà, ça fonctionne très bien et que c'est une affaire qui roule et que vous avez envie de gagner encore plus de marge, vous pouvez encore remonter la chaîne de valeur au niveau 1. Vous allez avoir votre propre emplacement et ensuite tout gérer. En réalité, donc, vous l'avez compris, le Dark Kitchen, c'est extrêmement intéressant lorsqu'on valide on veut valider son concept. Et encore une fois, vous avez compris, il y a 4 niveaux, donc on se positionne en fonction de notre concept, là où on souhaite. Mais surtout, en fait, parce que moi, je vais vous parler d'une deuxième approche, et je vais vous dire quelle est en fait la différence entre ces deux approches-là. Je vais vous la donner tout de suite. C'est en fait se positionner au niveau de la chaîne de valeur, au niveau de la numéro 2. C'est-à-dire que le problème de Dark Kitchen, c'est qu'ils sont, vous avez compris, ils ont leurs propres emplacements. Ils choisissent leurs emplacements. Peut-être que cet emplacement ne correspond pas forcément à vous, à votre clientèle. Mettons, vous faites du halal, ok, et la Dark Kitchen, l'emplacement est situé en plein centre-ville, dans le 15e, dans le 16e de Paris, ainsi de suite. Ça correspond pas. Déjà, premièrement, vous allez payer en plus des services forcément qui seront coûteux, et en plus, vous serez limité en livraison. On va vous expliquer que telle ville et telle ville, on les livre pas. Donc, vous allez avoir une problématique par rapport à ça. Donc, moi, selon moi, surtout si on est on vise une clientèle populaire, eh bien, ça vaut pas forcément le coup. Sauf si, encore une fois, on est dans une phase de test où on veut valider un nouveau produit qui est original, innovant. Là, ça peut être intéressant. Sauf si on veut cibler une clientèle, et ça tombe très bien, l'emplacement correspond à la clientèle que je vais viser, il est bien positionné, donc je vais partir là-dessus. Mais sinon, moi, je pense que vous serez beaucoup dans ce cas-là. Il faudrait plutôt partir sur un mix qui serait entre les deux. C'est-à-dire non, pas partir sur un emplacement accueillant du public, ainsi de suite. Ça, c'est une galère, c'est presque... ça existera, ça continuera à marcher, hein, mais ça consomme beaucoup trop de capital, c'est beaucoup trop risqué avec les confinements, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est presque révolu pour une grande partie de ces restaurants traditionnels. Mais partir sur un juste milieu, c'est-à-dire je prends mon propre emplacement parce que je l'ai étudié et je vous ai fait un live en vous donnant les différents critères. Comment s'y prendre en utilisant justement Google Maps, en utilisant les différents outils, le Bon Coin, ainsi de suite, pour pouvoir analyser. Les critères des bons emplacements où la livraison pourrait marcher, je vous les ai dit précédemment, c'est des villes qui ont une densité assez importante, puis qui visent des jeunes, idéalement mixés bureaux et beaucoup de résidences. Donc ça fait, vous avez votre emplacement, vous cherchez un petit local, vous équipez un partie cuisine, ce petit local, et vous faites
que du delivery. Vous pouvez même sous-traiter au début pour pas vous casser la tête. Vous allez donner ces 20 à 25%. Vous avez votre propre équipe que vous managez. Et ensuite, si après vous voulez gagner en livraison, vous pourrez retirer cette sous-traitance. Mais voilà. Pour moi, c'est la solution intermédiaire qui est l'idéal. Maintenant, il faut quand même préciser quelque chose. En réalité, c'est une question de stratégie. Si vous êtes dans une logique où vous voulez un emplacement que vous voulez optimiser le plus possible, c'est-à-dire, vous savez que vous avez un bon concept, vous avez un bon emplacement, ça répond bien aux besoins clients, ainsi de suite. À ce moment-là, clairement, plutôt partir sur cette option-là, qui est l'intermédiaire. Je l'ai appelé le local personnel, c'est l'option intermédiaire entre la restauration à l'ancienne et la dark kitchen. Ok. Donc ça, c'est quand on veut un emplacement ou deux. On n'est pas là pour se développer comme à l'américaine, sans branche, ainsi de suite. Donc pour moi, ça va être l'option idéale. En revanche, si on est dans une logique où on veut se développer, avoir un maximum de branches, de points de vente, à ce moment-là, pour moi, Dark Kitchen permet d'accélérer énormément. Mais pour ça, il faut être sûr de son concept, dans le sens où on sait qu'on part là-dessus parce qu'on sait que ça va marcher. On a un gros impact au niveau marketing, où on a une bonne expérience au niveau marketing, et on sait que derrière, on va pouvoir balancer un maximum au niveau de la communication. C'est une autre stratégie. Donc, c'est en fonction de là où vous voulez aller. Ok. Si vous voulez partir sur presque une enseigne avec plusieurs branches, la Dark Kitchen va vous permettre d'aller plus vite et sans prendre trop de risques. Si vous voulez partir sur un point de vente, voire deux, que je veux optimiser, c'est-à-dire générer un max de marge sans prendre trop de risques d'investissement, plutôt partir sur cette option-là.